Augustin Mouloubakanza, député national élu de Mandonjika, en séjour au territoire de Mandonjika, son fief électoral. Augustin Mouloubakanza, bonjour. Bonjour mon frère Michel Tchala, bonjour à Claude Ngobe qui est avec vous. Alors, nous vous voyons à Mandonjika. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? D'emblée, nous sommes venus pour mobiliser parce que le chef de l'État a demandé au ministre de la Défense nationale de venir mobiliser toute la population à l'éveil patriotique, mobiliser aussi les jeunes à comprendre que nous sommes menacés. Nous sommes un pays en guerre, agressé par le multinational, si on peut le dire ainsi, agressé par le Rwanda. Et la menace est sérieuse. Il faut prendre cette menace au sérieux parce qu'il s'agit de notre terre, il s'agit de notre mère patrie, il s'agit de l'intégrité de notre territoire. C'est comme ça que nous sommes venus mobiliser. Il y a ceux qui sont allés à Kanang aujourd'hui, il y a ceux qui sont allés à Chikapa, ceux qui seront au Sangourou, et demain, il y a même le VPM qui sera à Kabinda, Kassa Oriental bien entendu, aussi Kabinda, et ensuite il viendra en Anajika. Nous sommes venus parce que ça brille, la maison brille. Les serpents sont dans la maison. Nous devons nous réveiller parce que les gens, par deux fois, les gens croient que la guerre dont on parle, c'est très loin. Non. Les infiltrés sont partout. C'est comme ça que nous sommes venus mobiliser notre peuple à l'éveil de conscience patriotique, mobiliser notre peuple à être très vigilant face à cette menace qui guette notre pays. En quoi cette mobilisation va consister? C'est le recrutement, c'est la collecte, c'est quoi? Oui, d'abord, l'essentiel de notre mobilisation, c'est l'éveil patriotique. De faire comprendre à la population de Nandangik qui n'est pas restée du reste pendant que les gens organisaient des marches. J'ai vu aussi cette mobilisation tous azimuts des fils et filles de Nandangika, de lui faire comprendre que nous sommes menacés. On voudrait prendre un morceau de notre territoire. Les Rwandais veulent nous recoloniser encore via les multinationales. Le Rwanda, si on prend la dimension de notre pays, 2 345 km 410, vous prenez la dimension du Rwanda, c'est les jours et la nuit. Mais le problème, c'est la force qui est derrière le Rwanda. Ce sont les multinationales qui ont le projet de balkaniser notre pays, le projet de piller, de partir par des petites portes pour prendre nos minéraux. Vous êtes sans ignorer que le Congo a des minéraux recherchés dans le monde, dont notamment le coltan, les minéraux dont on parle, les 3T. Les rêves viennent de nous-mêmes, c'est comme ça que nous sommes en train de mobiliser, nous sommes en train de veiller la conscience de notre peuple pour qu'il se réveille, qu'il sache que la menace est sérieuse, c'est la balkanisation, c'est la recolonisation de nos territoires par le petit Rwanda via ces multinationales, via la communauté internationale qui veut à tout prix nous arracher ce que Dieu nous a donné, ce qui est notre richesse. Vous savez que quand l'enfant est malade, un vrai parent ne peut pas dormir. À tout moment, il se réveille, il teste la température, les thermomètres pour savoir ce que la fièvre a monté. Est-ce que l'enfant a bien pris les médicaments, il a été bien soigné? C'est cela l'intention de notre président qui est un bon père de famille. À tout moment, lorsque la partie est menacée, la partie de l'Est bien entendu, les chefs de l'État ne dorment pas. Vous avez vu les gens qui ont critiqué hier que le chef a fait beaucoup de voyages. Ils savaient déjà ce qui pouvait arriver en RDC. Ils savaient que nous avons, la seule malchance que nous avons aujourd'hui, c'est d'être entouré par 9 pays voisins. Et chaque pays a des vérités expansionnistes via nos minéraux. La seule grâce que Dieu nous a faite, c'est nous avoir doté de plusieurs minéraux et permettre aussi, parce que Dieu n'a pas permis, et que ces amis-là de voisins ont toujours l'idée derrière leur tête de venir, pas par la grande porte, par les petites portes pour payer nos minéraux. La session, c'était sous la demande du chef de l'État, qui a vu qu'il fallait que les élites du peuple raisonnent quand même sur des actions politiques et diplomatiques. Je crois que nous avons fait des recommandations. Les recommandations faites au chef de l'État en termes de notre session extraordinaire ne peuvent pas être dévoilées dehors. Nous avons réservé la primauté au seul chef de l'État à qui nous avons adressé. Je crois que vous avez même suivi la résolution lue par le rapporteur de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat. Tout simplement, c'est une séquence de ce que nous avions fait comme résolution envoyée au président de la République. Je crois que le président nous a déjà lu. Nous avons aussi parlé de certaines choses, de la guerre même, de la menace qui guette notre pays, la primauté de notre message qui a consacré la session
extraordinaire a été réservé exclusivement au président de la République. Nous connaissons les accords signés par Kabila ont fait aujourd'hui que notre armée n'arrive pas à la taille de sa dimension, à la taille de la dimension de notre pays, un pays qui est comme un continent. Alors, comme vous le savez bien, moi je voudrais paraphraser Igor Crucius. Igor Crucius dit ceci, permettez-moi de mélanger avec le latin. Il dit Inter pacem et bellum nihil medium. Il voudrait dire ceci: les droits reconnaissent un état de paix et un état de guerre. Et en aucune façon, il ne reconnaît un état intermédiaire. Donc, soit nous sommes un état en paix, soit nous sommes un état en guerre. Le Congo devrait se préparer à la guerre à tout moment parce que nous avons des potentialités qui voudraient que l'armée nationale, via ses services de renseignement, puisse fournir ces renseignements à temps et à contre-temps pour protéger l'intégrité de notre territoire. Malheureusement pour nous, nous avons une armée mixte que nous a léguée. L'armée, d'aucuns se demandent, beaucoup de questions tombent sur nous quand ils nous disent mais Tshisekedi a fait 6 ans. Non, 6 ans, c'est tout un processus. Vous avez vu quand même la petite résistance que nous avons faite. C'est parce que Tshisekedi a mis des moyens. Il a mis des moyens pour former notre armée. Il y a 3 facteurs en géostratégie. Le premier facteur pour un État qui se veut national, indépendant, souverain, qui protège les intérêts nationaux, c'est la construction de notre système de défense et de sécurité, nous l'avons toujours dit. Le deuxième facteur, c'est la construction du service de renseignement. Et comme vous le savez bien, le service de renseignement, nous avons un service infiltré aussi, dont les agents ne sont même pas payés. Un pays qui se veut un pays souverain ne peut pas garder un tel État dans cette dimension parce que lorsque nous avons un service de renseignement affaibli, nous ne pouvons pas espérer un résultat escompté. Vous avez vu comme à Bukavu par exemple, les jeunes femmes serveuses des hôtels et des terrasses sont devenues M23, ils ont porté des tenues. Au scandale de tout le monde, à la surprise de tout le monde. Donc le Rwanda nous a infiltrés, ça fait longtemps. Et il y a même d'autres, j'ai appris même ici, qui viennent comme des éleveurs. C'est toujours la stratégie de Rwanda de nous infiltrer à tout moment. Le troisième facteur, c'est les moyens appropriés. La guerre n'est plus la guerre de 1960. La guerre que nous avons vu de tirer quelqu'un en train de ramper. Non, non, non. L'ennemi, on peut les géolocaliser là où il est avec les nouvelles technologies de l'information. Donc les pays doivent doter notre armée de beaucoup de moyens. C'est ça même la priorité des priorités. Acheter de nouvelles technologies, de nouvelles armes sophistiquées et aussi la guerre devenue médiatique. Vous avez vu que le Rwanda est en train de gagner des terrains sans combat et nous nous appelons repli stratégique. C'est par la communication et la guerre est psychologique. On peut créer une psychose ici et les gens s'enfuient, ils gagnent du terrain. Et le quatrième facteur dans la géostratégie, c'est la diplomatie. Là, de ce côté, nous remercions et nous félicitons les chefs de l'État. Les gens pensaient que ce que les chefs de l'État faisaient, c'est du gaspillage inutile de nos ressources. Alors, ils connaissaient l'enjeu qui pouvait venir, les degrés de l'infiltration et aussi l'ambition, les ambitions de nos voisins, les vérités expansionnistes, si on peut le dire, qu'ils voudraient à tout moment prendre une possession de nos minéraux. C'est comme ça qu'avec la diplomatie, il faut toujours identifier les amis potentiels et présents et sans oublier d'identifier les ennemis potentiels et présents. Donc, l'infiltration est sérieuse. Nous devrions prochainement, parce qu'ici, là, nous sommes en train de courir derrière le banc. Nous avons une armée, bien sûr, il y a des patriotes. Je salue en passant les hommes et femmes qui se battent au risque de leur vie en défendant notre mère patrie, mais tout en dénonçant les infiltrés. Comment vous pouvez vous imaginer un chef d'opération qui est sur la zone de défense, il va laisser les armes entre les mains des ennemis. Ce que vous avez vu à Goma, ce que vous avez vu à Bukavu, donc vraiment, ça nous fait monter la castrite. Et l'argent que les contribuables ont donné à la République via les taxes, cet argent qui a servi l'armée, durant Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a pas beaucoup d'argent comme du temps de Kabila. Kabila n'a pas investi comme Tshisekedi l'a fait. C'est 1,6 milliard de dollars qu'on donne à l'armée, sans compter les urgences. Mais ces munitions, ces histoires sont restées entre les mains de rebelles. Donc ça construit ce que nous appelons l'infiltration. C'est ce qui est à la base de l'infiltration de notre armée. Quand le président Mosso avait dénoncé, certainement, il y en a. Mais quelles sont les stratégies? Les stratégies, c'est le service de renseignement.
Un député n'est pas appelé à identifier et arrêter. Un député est appelé à donner les informations aux services compétents. C'est pour ça que nous avions demandé que ces services soient aptes à fournir à tout moment à notre système de défense et de sécurité les informations capables de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Voilà. D'ici là, nous allons rencontrer les autorités locales pour prendre des dispositions utiles. Il vient d'abord éveiller la conscience de toute la population de Lomami et aussi en particulier le peuple angatois, comme on le dit toujours. Le réveiller parce que l'ennemi est dans nos murs. L'ennemi, nous vivons avec lui. Et aussi demander aux jeunes patriotes, ce n'est pas le forcing, les jeunes patriotes qui veulent aujourd'hui adhérer pour sauver l'intégrité territoriale. Ce ne sont pas les gens qu'on va recruter parce qu'il y a des gens qui transposent les messages et donnent de mauvaises informations. Ce ne sont pas les gens qu'on va prendre pour les utiliser comme des chairs à canon. Ils subiront des formations normales. Ils vont être dans des académies militaires. Et il y en a ceux qu'on va envoyer à l'extérieur du pays parce que l'idéal est qu'il faut au moins que la RDC ait plus de 100 000 militaires. Ce que nous faisons, nous sommes un pays à dimension continentale dont le nombre en termes d'armée est vraiment réduit et même beaucoup. Si je peux vous rappeler, j'avais causé une fois, je ne cesse de le dire parce que je l'avais déjà dit une fois dans une de mes émissions. En 2020, jusque nous finissons la marche avec contre Malonda, il y a un chef d'armée qui m'avait appelé. On discute avec lui, je lui montre une photo, je lui pose la question, pourquoi ne pouvez-vous pas accepter de déplacer tous les militaires à l'est pour les placer même au centre pour que la sécurité finisse. Il m'a dit, honorable Augustin, je crois que ce qui vous fait parler, c'est le patriotisme. 60% d'officiers sont des nationalités douteuses. Là, les refusés des milices sont rwandais. Donc, c'est comme ça que pour les extirper de notre armée, nous devrions d'abord nous préparer à former d'autres militaires capables de les remplacer. C'est comme ça que le recrutement qui sera fait, je crois que ça sera vendredi ou jeudi par le vice-premier ministre de la Défense nationale, ce n'est pas prendre les enfants pour les envoyer comme chairs à canon. Ce sont les enfants, les jeunes patriotes qui seront formés, qui vont être envoyés dans des académies militaires, qui vont être envoyés partout dans le pays, à l'extérieur du pays bien entendu, pour subir des formations assidues afin de servir la République. Et voilà. Quel message alors à l'endroit de la population de Rwanda-JK? Je voudrais demander à cette population d'être très vigilante. Malheureusement pour nous, on a caché même nos vacances parlementaires parce que personne n'est à l'aise. Chaque fois, nous prenons des temps à Kinshasa, sortir dans des réunions à 2h, 3h, parce qu'il y a une partie du corps qui est amputée. Une partie du corps qu'on est en train de charcuter par les ennemis. La population doit être réveillée à tout moment et pouvoir fournir des informations aux autorités compétentes parce que l'ennemi est très vigilante. L'ennemi n'est pas comme nous le pensons. L'ennemi, il a un soutien de la grande communauté internationale qui veut à tout prix que notre pays soit balkanisé, qu'une partie de notre pays soit cédée au Rwanda, on ne peut pas nous cacher, et à l'Ouganda, parce que nous ne souhaitons pas le Ouganda, parce que nous ne voulons pas ouvrir les deux fronts au même moment. La population doit être réveillée. À ceux qui veulent être recrutés dans l'armée, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, comme nous l'avons déjà dit, de se mobiliser d'abord. Nous nous mobilisons pour écouter les discours du vice-premier ministre. Nous allons nous mobiliser aussi à s'enrôler massivement, comme partout ailleurs. Vous avez vu à Kananga aujourd'hui, j'ai vu plus de 3000 personnes déjà qui sont mobilisées pour adhérer à l'armée. Donc, ils subiront des formations, comme nous venons à peine de le dire.